Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer le chapitre 8 du cours réseau informatique et on va traiter la couche du transport. Donc, je suis permettre l'instructeur de cette session. Voilà. Donc, l'objectif de ce cours, c'est de comparer les opérations du protocole de la couche du transport. Donc, on a la couche de transport, c'est la couche 4. Et donc, on va s'intéresser au rôle de la couche de transport dans la gestion de transmission de données, dans le transport de données. On va expliquer les protocoles les plus importants dans la couche de transport qui sont les TCP et le UDP. On va expliquer aussi comment le TCP et UDP utilisent les numéros de port. On va expliquer le processus d'établissement d'interruption et l'interruption des sessions TCP. Et voilà, on va expliquer le mode de transport dans les deux, euh, utilisant les deux piles protocolaires. Donc, le réseau de la couche transport, c'est le suivant, c'est la couche 4. Donc, actuellement, jusqu'à maintenant, on a étudié la couche 1, le 2, le 3. Voilà, c'est cette couche, hein. C'est la couche responsable aux communications logiques entre les applications exécutées sur les différentes hôtes. Donc, c'est une couche aussi de liaison d'application et c'est la couche, c'est-à-dire qui est l'intermédiaire entre l'application et la couche inférieure qui est responsable de la transmission réseau. Donc, c'est quoi la responsabilité de la couche transport? Donc, c'est une couche qui permet, par exemple, de suivre les conversations individuelles. Elle va se faire la segmentation des données et la reconstitution des segments. Donc, on parle ici des segments et non plus de paquets ou des trames. Donc, c'est le segment. On peut ajouter des informations d'entête. On peut identifier, séparer et gérer plusieurs conversations. On peut utiliser la segmentation et le multiplexage pour permettre à différentes conversations de communication d'être entrelacées sur le même réseau. Donc, on va voir, voilà, sur la couche où on va faire la segmentation. Voilà, la pile protocolaire, c'est la suivante. Donc, vous voyez ici, c'est la couche 4. Donc, c'est la couche transport. On va trouver le protocole TCP ou UDP. Donc, quelques protocoles applicatifs comme pour le TCP, comme le FTP, HTTP, SMTP. Le UDP peut être TFTP et DNS. Voilà. Donc, l'idée ici, c'est que le mode d'acheminement et transport de paquets n'est pas fixe pour les différentes applications. Bon, il est fixé pour des applications, mais pour certaines d'autres applications, il n'est pas fixe. Le protocole de la couche de transport spécifie comment on transfère les messages entre les hôtes et ils sont responsables de la gestion des exigences de fiabilité d'une conversation. La couche de transport comprend les protocoles, bien sûr, TCP et UDP. Voilà, donc on va commencer par le protocole TCP Transmission Control Protocol. Donc, c'est un protocole qui assure la fiabilité et le contrôle du flux. Les opérations de base de TCP, c'est la numérotation et suivre les segments. Accusé de réception, c'est-à-dire si j'envoie des données, il y aura un accusé de réception. Je peux faire une retransmission de tous les données qui sont corrompues, séquence des données et on va envoyer à un taux efficace et acceptable pour le destinataire. Voilà, comme le routage, etc. On utilise le TCP. Par contre, le UDP, il fournit des fonctions de base pour l'acheminement des segments de données entre des applications appropriées, tout en nécessitant que très peu de surcharge et de vérification de données. Donc, c'est un mode qu'on appelle non connecté ou sans connexion. Par contre, le TCP, c'est orienté connexion. Le EDP est également connu comme un protocole de livraison de meilleur effort, best effort, car il n'a pas d'accusé de réception. Donc là, c'est-à-dire, je vois les données sans l'envoi sans la restitution ou la réception de l'accusé de réception. Voilà. Si je compare le TCP par rapport au UDP, je peux trouver que le TCP, c'est un protocole fiable par rapport au UDP. Voilà.
Donc, le choix de protocole, du couche de transport, donc ça dépend de l'application. Par exemple, si vous travaillez dans le VoIP, le DNS, en utilisant le protocole UDP, donc il est rapide, il a besoin des entêtes de taille petite, de petite taille, donc on n'a pas besoin de faire le, le, le renvoi des paquets perdus, etc. Par contre, si je travaille en HTTP, HTTP, HTTPS, SFTP, quoi d'autre? SMTP ou les serveurs, par exemple, de messagerie, j'ai besoin d'une connexion fiable, hein. Donc là, je vais envoyer des paquets non perdus. Voilà. Donc, UDP est également utilisé par les applications de requête et de réponse où les données sont minimales et la retransmission peut être effectuée rapidement. S'il est important que toutes les données arrivent et qu'elles puissent être traitées dans leur ordre approprié. TCP est utilisé comme protocole de transport. Voilà. Les caractéristiques du TCP, donc on va établir une session. Donc le TCP, c'est un protocole de connexion orienté qui négocie et établit une connexion permanente entre les différentes sources et destinations avant la transmission du trafic. Il y aura une garantie de livraison fiable. Donc, pour de nombreuses raisons, il est possible qu'un segment soit corrompu ou complètement perdu lors de sa transmission sur le réseau. Donc, TCP assure que chaque segment envoyé par la source arrive à la destination. Fourniture de la livraison dans le même ordre. Donc, étant donné que les réseaux peuvent fournir plusieurs routes dans les débits de transmission variés, les données peuvent arriver dans le mauvais ordre. Et il y a aussi soutien du contrôle de flux. Les aides de réseau ont des ressources limitées, par exemple la mémoire et la puissance de traitement. Voilà, quand le protocole TCP détermine que ces ressources sont surexploité, il peut demander à l'application qui envoie les données dont réduire le flux. Voilà. Donc, après, l'appel protocolaire, donc là, c'est un paquet ou le segment IP, hein. Donc, on parle du segment IP. Donc, on a le port source, le port destination, le numéro de séquence. Voilà, c'est la séquence. On a le nombre de l'acquittement, l'entête, le checksum, etc. Et on a, bien sûr, la couche applicative après. Donc, c'est de l'encapsulation, en fait, ici. C'est de l'encapsulation. Donc, le TCP enregistre les informations qu'il a envoyées et les informations qu'il a reçues. Donc, l'entête, voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Il y aura le port source, le port destination, numéro de séquence, longueur d'entête, bit de contrôle, taille de fenêtre, segment de contrôle et voilà, des bits de chance. Bien sûr, tout ça, on peut le voir et on a déjà vu avec Wireshark quand on va faire des captures de paquets. Donc, les applications qui utilisent le protocole TCP, donc comme le HTTP, le FTP, le FTP, le serveur mail, le SSH, toutes ces applications ont besoin de transmission fiable et de contrôle de flux et donc une réorganisation du segment. Donc, on passe maintenant aux caractéristiques du protocole de UDP qui sont les suivantes. Les données sont reconstituées selon l'ordre de réception. Les segments qui sont perdus ne sont pas renvoyés. Il n'y a pas d'établissement de session. L'expéditeur n'est pas informé de la disponibilité de ressources. Voilà. L'entête, c'est la suivante. Donc, source port, destination port, la longueur, le checksum et l'application date. C'est, comme vous voyez, l'entête est plus faible que le TCP, en fait. Donc, les champs de l'entête sont les suivants. Donc, on a le port source, le port destination, la longueur de 16 bits, indiquant la longueur de l'entête de datagramme IDP, la somme de contrôle, voilà, c'est 16 bits pour la vérification des erreurs de l'entête et de données de datagramme. Donc, voilà, quelques applications pour l'IDP. On a le serveur DHCP, DNS, vidéoconférence, VoIP, TFTP, SNMP pour la monitoring.
Donc, les applications vidéo et multimédia en direct, ces applications peuvent tolérer une certaine perte de données, mais ne nécessitent que peu ou mais pas de délai. Le choix du SRP et le streaming vidéo sont de bons exemples. Les simples applications de requêtes et de réponses comme DNS et DHCP, donc on va faire des queries, et les applications qui gèrent elles-mêmes la fiabilité de communication comme le SNMP et le STP. Donc, on a aussi la notion du numéro de port, on a les sources pour les ports sources et les ports destination. Donc, les protocoles de transport, que ce soit TCP ou UDP, utilisent des numéros de port pour gérer plusieurs conversations simultanées. Le numéro de port source est associé à l'application d'origine sur l'hôte local, tandis que le numéro de port de destination est associé à l'application de destination sur le hôte distant. Et donc là, comme vous voyez, donc on a l'adresse MAC, hein, donc la trame, donc on a l'adresse destination, le MAC destination, le MAC source, encapsulation de du IP, l'adresse source, l'adresse destination, et bien sûr les ports source et les ports destination au niveau de la couche 4. Et donc là, je peux définir ce qu'on appelle les ports et les sources et destinations sont placés à l'intérieur du segment. Donc voilà, ici, c'est un parle de segment. Les segments sont ensuite encapsulés dans un paquet IP. Voilà, c'est l'encapsulation d'un paquet IP. La combinaison de l'adresse IP source et du numéro de port et l'adresse IP destination, numéro de port destination est appelée une interface de connexion. Voilà, on utilise ça pour FTP. C'est ça qu'on va l'envoyer. Et les interfaces de connexion permettent à plusieurs processus d'exécuter sur un client pour se différencier les uns les autres. Et aux multiples connexions, un processeur serveur ne se distinguer les unes et les autres. Donc, les groupes de numéros, il y a des numéros réservés dans les ports de 0 à 1024. Donc, ce sont les numéros qui sont réservés aux services et aux applications courantes, tels que les navigateurs web, les clients de messagerie électronique et les clients d'accès à distance. Les ports bien connus, définis pour les applications serveurs courantes, permettent aux clients d'identifier facilement les services associés. Les ports inscrits, on a de 1024 à 49 151. Ce sont des ports affectés par l'AINA. Ces ports sont essentiellement des applications particulières qu'un utilisateur va choisir. Donc, l'utilisateur peut choisir ici de modifier les ports des différentes applications. Et après, on a des ports privés de 49 000 à 65 535. Ce sont des ports qu'on le nomme éphémères. C'est des systèmes d'exploitation de clients attribuent généralement des numéros de port dynamiques lorsqu'une connexion et service est lancé. Voilà. Exemple, donc là, c'est un exemple de port. Donc le 20, c'est le FTP, le 21, c'est FTP aussi. Le SSH est 22, le Telnet 23, SMTP 25, voilà. 53, c'est pour le DNS, 67 pour le DHCP, TFTP 69, 110 pour le POP3, le mailing, SNMP 161 et le HTTPS 443. Il y a le 80 pour le HTTP aussi. Voilà. Pour voir euh, bien sûr, les ports, les connexions anticipées. Donc, on peut utiliser un outil qui s'appelle NetStata. Donc là, il va nous donner les connexions ou les sessions en cours. Voilà. Donc, le processus de chaque serveur du serveur TCP. Donc là, vous avez des clients, des serveurs. Donc, les clients vont envoyer des requêtes HTTP à ce serveur-là. Dans le HTTP, on a la source port 80. Par exemple, ici, pour tester ça, donc vous pouvez choisir comme ça. Je teste, par exemple, 127.0.0.1 et je mets le numéro de port. Voilà. Comme ça, si je suis sur le même serveur et j'ai différents services qui sont des applications sur le serveur, donc je peux aller chaque fois par les 2.80, comme ça je peux aller directement sur le port de destination. Chez la destination sans aucun problème. Voilà.
Donc ici pour l'établissement de la connexion, donc ici la source, donc on va lancer un 5 roues, donc le B il va lancer un acquittement et une fois la connexion elle est établie, donc c'est le 3. Voilà, donc le premier il va envoyer une requête, le deuxième il va envoyer un acquittement, il va envoyer fin de session, voilà, et là un acquittement pour la fermeture, voilà. Donc là, il parle d'une connexion en trois étapes. Donc, elle vérifie que le périphérique de destination est bien présent sur le réseau. Elle s'assure que le périphérique de destination a un service actif et elle informe le périphérique de destination que le client source souhaite établir une session de communication sur ce numéro. Une fois la communication est terminée, les sessions sont terminées et la connexion est interrompue. Le mécanisme de connexion et de session permettent la fonction de fiabilité de TCP. Après, donc, on va analyser la connexion TCP en trois étapes. Donc, les indicateurs de bit de contrôle sont les suivants, le URG, le acquittement, donc ici, hein, le PSH, le RST, le S-Sync pour synchroniser le numéro. Fin, c'est plus de données de l'expéditeur à utiliser dans la fin de connexion. Donc, la fiabilité du TCP réside essentiellement dans la garantie du connexion, donc de l'envoi ou de la transmission, dans le transport essentiellement. TCP peut également aider à maintenir le flux de paquets afin que les périphériques ne soient pas surchargés. Il peut arriver que les segments TCP n'arrivent pas à la destination. Toutes les données doivent être reçues et bien sûr pour cela, des numéros d'ordre sont affectés à l'entête de chaque paquet. Pour la fiabilité de TCP, les pertes de données et la retransmission, quelle que soit la conception d'un réseau, la perte de données qui se produit occasionnellement. Donc, le protocole TCP fournit des méthodes de gestion de perte de segments. Parmi elles se trouve un mécanisme de retransmission de segments pour les données sans accusé de réception. Donc aujourd'hui, les systèmes d'exploitation haute utilisent généralement une fonction TCP facultative appelée reconnaissance sélective. Elle peut vous aider à négocier au cours de la panier de main à trois voies, les three handshakes. Si les deux hôtes prennent en charge le sac, le récepteur peut explicitement reconnaître quels segments octets ont été reçus, y compris les segments discontinus. Voilà, donc il y a aussi la taille, une slide sur la taille du fenêtre, l'accusé de réception. Et donc le protocole TCP offre des mécanismes de contrôle de flux suivants. Le protocole TCP inclut également des mécanismes de contrôle de flux qui correspondent au volume de données que l'hôte de destination peut recevoir et traiter de manière fiable. Le contrôle de flux aide à maintenir la fiabilité des transmissions TCP en réglant le flux de données entre la source et la destination. Voilà, la taille maximale. Il y a aussi euh, des champs pour le contrôle du flux. Donc, on peut définir la taille maximale du segment, c'est avec MSS. Et donc, la taille, c'est de 1460 octets lors de l'utilisation de IPv4. Voilà. On peut faire des préventions des encombrements. Donc, en cas des encombrements sur un réseau, des paquets sont mis en rubis pour le routeur surchargé. Afin d'éviter de contrôler l'encombrement du réseau, le protocole TCP utilise divers mécanismes minuteurs, des algorithmes de gestion d'encombrement. Le protocole IDP n'établit pas la connexion, donc c'est ça l'idée, c'est un protocole sans connexion. Le protocole IDP fournit un transport de données à faible surcharge car il utilise des petits en tête de datagrammes et n'offre pas de gestion de trafic réseau. La côté assemblage des datagrammes, donc dans la réception, le protocole IDP n'effectue pas du suivi du numéro d'ordre.
Il n'a en fait aucun moyen de ordonnancer les datagrammes pour faire de retrouver les ordres de transmission. Le protocole IDP se contente donc de réassembler les données dans l'ordre dans lequel elles ont été reçues, puis de le transmettre à l'application. Donc voilà un exemple, client-serveur, DNS, client Redis. Donc, client, on va envoyer des requêtes au serveur DNS avec un port 53. Les applications serveurs basées sur EDP se voient attribuer des numéros de port connus ou enregistrés. Le protocole EDP reçoit un datagramme destiné à l'un de ces ports. Il transmet les données applicatives à l'application appropriée d'après son numéro de port. Voilà. Le processus du client UTP sélectionne dynamiquement un numéro de port dans une plage de numéros de port et l'utilise en tant que port source. Le port de destination est généralement le numéro de port réservé affecté au processus serveur. Une fois qu'un client a choisi le port source et le port de destination, la même paire de ports est utilisée dans l'entête de tous les datagrammes envoyés dans la transaction. Voilà. Qu'est-ce qu'on a appris dans ce module? Donc, on a appris que la couche transfert, c'est la couche 4 de transport. On a défini deux protocoles importants ici, c'est TCP et UDP. TCP, c'est orienté connexion. UDP, c'est orienté non connexion. On a vu le fonctionnement de deux protocoles avec le processus de segmentation. On a vu les numéros de port, les applications qu'on utilise pour chaque port. Voilà, donc, grosso modo, voilà ce qu'on a déjà vu durant ce module. Donc, les numéros de port sont affectés à l'entête de chaque paquet. On a vu qu'il y a un contrôle du flux, on peut détailler la taille des octets, la taille de chaque segment, on peut faire de l'accès de réception et bien sûr, on peut éviter ou contrôler la congestion, surtout pour le TCP, pour faire une transmission fiable. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Voilà, donc on va continuer sur la partie pratique hein, du routage. Donc essentiellement, voilà la topologie proposée dans ce lab, hein. Donc on va continuer sur le routage dynamique. On a vu l'autre fois le routage statique, on a configuré presque la même topologie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie pratique sur le routage dynamique. Voilà, sur la même topologie. Donc, j'ai préparé donc ici le packet tracer. Vous avez ici la topologie d'adressage hein, qu'on va travailler. Et j'ai un petit guide de lab pour la partie pratique. Donc, la première question, ça sera pour configurer. Donc, on a besoin de travailler sur le RIP version 1. Donc là, je vais activer le RIP dans toutes les interfaces euh, des routeurs. Voilà, donc il te dit, pour chaque routeur, on va activer le RIP sur le réseau 10.0.0. En fait, le réseau en question, comme vous voyez ici, c'est le réseau, voilà, c'est ce réseau-là, c'est ce préfixe. Voilà, donc on a ce préfixe. À part le réseau de l'Internet. Donc, on a ici cette branche-là, c'est le réseau Internet. Voilà. Donc, je vais commencer par implémenter le routage RIP sur tous les routeurs. Donc, je vais commencer par le routeur 1. Voilà. Ok. Un instant. Voilà. Donc, je commence. Voilà. Donc, vous avez toute cette architecture et pour déclarer le RIP, donc, il suffit d'ouvrir le routeur, aller sur le CLI, là, c'est sur le CLI. Donc, Enable, c'est pour activer le mode privilégié. Après, je tape Configure terminal. Voilà. Après, je déclare router
RIP. Donc, router RIP, c'est que le protocole de routage sur ce routeur, c'est le RIP. Voilà. Et je déclare le réseau de destination, ce sera le network ou le réseau 10.0.0.0. Voilà. Et je déclare aussi nos auto, auto-summaries, c'est-à-dire que il n'y a pas de résumé euh, des sous-réseaux entre les différents routeurs. Donc, c'est obligatoire hein, pour atteindre seulement les réseaux déclarés. Voilà. Voilà. Et donc, je vais mettre toute cette configuration dans tous les routeurs. Voilà. Donc, ici, nous sommes sur R1, on passe sur R2. Mais actuellement, vous pouvez tester. Hein. Donc, il y a la commande pour voir les routes actives sur le routeur. Hein, pour voir, par exemple, le table de routage. Je vais faire show IP, IP route. Show IP route, c'est afficher moi la table de routage. Comme vous voyez, on peut faire ça dans tous les routeurs, hein, mais vous pouvez bien sûr, vous pouvez vérifier juste après de votre part. Donc ici, on a seulement les routes qui sont, pardon, on a seulement les routes qui sont connectées directement. Connectées. Vous voyez ici, c'est connecté et connecté. Puisqu'on a deux routes connectées, pourquoi? Parce que si je regarde ici sur R2, nous sommes sur R2, voilà, on a ce réseau et ce réseau qui sont déjà déclarés. Voilà. CC Connect. Voilà. Donc, il n'y a pas de protocole ni de routage pardon, statique ou dynamique. Donc là, on va continuer sur ce qu'on a déjà fait hein, sur le routeur R1. Donc, je vais faire configure terminal. Voilà. Router RIP. Vous pouvez utiliser la tabulation, bien sûr. Network 1.0.0.0. No, auto summary. OK. On a fait ça pour R2. Passe à R3 aussi. C'est de la même façon. Configure. Ah, pardon. Voilà. Router RIP. Network plus 1.0.0.0. No AutoSum. AutoSummary. Voilà. Après, le 4. Voilà. Enable. Configure. Voilà. Router. RIP. Après, network 10.0.0.0. No AutoSummary. Voilà. Donc, on a fait 4 routeurs. On continue vers le routeur. Le dernier, c'est le 5. Voilà, le 5. Enable. Configure. Terminal. Là. Router. RIP. Voilà. Enable. Non, network. Network. Voilà, pour la facilité, on a travaillé seulement sur un réseau de 10, mais dans d'autres topologies, vous pouvez trouver d'autres réseaux, hein, donc des adresses privées dans la place 192, 168, dans la place 10, dans la place 172. Voilà. Et nous auto-summary. Et voilà. Comme ça, j'ai bien configuré le RIP sur les différentes interfaces. Bien sûr, si vous voulez vérifier, hein, c'est très simple. Donc, allez sur le mode privilégié et tapez la commande pour avoir la table de routage.
Quelle est la commande? Donc, show, c'est affiché. IP. Et voilà. Vous voyez? Donc, il y aura l'ajout. Donc, par exemple, si je raisonne sur R1. R1, qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît ce réseau. Il connaît ce réseau. Il connaît ce réseau. Et il connaît ce réseau. Donc, on parle ici des routes qui sont connectées directement. Pour vérifier ça, sur le schéma, donc là, sur le schéma, pardon, sur le schéma, je dois décaler tout ça. Voilà. Donc, ces quatre, donc j'ai un réseau, deuxième C, troisième C et quatrième. Donc, réellement, ces quatre réseaux sont là. Voilà. Le reste, ce sont des réseaux, les réseaux distants qu'on a déclarés avec le protocole de routage RIP. Donc, comme vous voyez sur le schéma, on a quatre RIP. Voilà, quatre R. Et donc, pour bien valider ça, si vous voulez valider ça, donc les quatre non connus, donc sur R1, donc je trouve, donc je dois aller sur le schéma. Donc, je trouve ce réseau n'est pas connu. Ce réseau, c'est deuxième, un troisième. Hmm, il y a aussi un quatrième et un, voilà, quatre. Puisque celui-là, il est connu chez R1. Donc, un 2 3 4. Et réellement, si je vérifie, je dois trouver quatre lignes dans R1, dans R1. Donc, avec R, donc je dois, voilà, ici le R. Donc, vous voyez ici, c'est 4. Donc, si vous voulez vérifier les quatre réseaux, bien sûr, hein, avec le schéma, donc le schéma du networking réellement, voilà le schéma, vous allez trouver que, évidemment, que les quatre routes du routage distant, ils sont bien ajoutés dans notre environnement de test. Et voilà, comme ça, on a bien déclaré euh, les différentes routes demandées par le routage RIP. Après, voilà, après, je peux changer la version du RIP à une version V2 parce que actuellement, nous sommes sur la version V2. Donc, je peux aller sur chaque routeur, mais je peux le faire dans une même commande. Donc, là, configure. Donc, je vais refaire. Hein. Euh, terminal. Donc, je tape router RIP, version 2. Voilà. Je vais faire ça pour tous les autres. Hein. Donc là, voilà. Router. And, router. RIP, version 2. On peut voir ici. Voilà, je peux faire exit hein, pour aller sur le niveau précédent. Router. RIP, version 2. On peut faire ça pour le router aussi. Exit. Le exit, la différence entre exit et end, c'est que exit, il va te donner seulement une étape, l'étape précédente. Par contre, le end, on va sortir des différentes étapes et je vais aller directement sur le mode de privilège. Donc, là, je vais faire exit et je tape router RIP version 2. Donc, nous sommes sur le 3. Le 4 aussi, router RIP version 2. OK. Et le 5, finalement. Configure. Terminal. Router. RIP. Version 2. C'est bien. Donc, comme ça, on a bien configuré la version du router. OK. Mhm.
Voilà, juste un moment. Juste un- Si je veux faire un test de connectivité, par exemple, donc pour tester la connectivité, par exemple, je vais tester entre PC1 et PC3. Donc, je détermine l'adresse IP du PC3, c'est combien? Donc, je peux aller ici. ipconfig, c'est 10.0.1.2.10. Et je fais ici ping 10.0.2.10. Ah, point 1. Déjà le point 1. Donc, il y a un manquant. Voilà. Vous voyez ici, je peux faire un ping. Moi, F. Oh, oh. Bon, ok. C'est pas grave, hein. Ok. Juste, je fais le ping. Et comme ça, j'ai pu lancer la connectivité entre cette machine et cette machine facilement. Donc, le test de connectivité ping, ça marche bien. Voilà, c'est ça l'idée. Et voilà, c'est ça le but de routage, hein. Donc, à travers ces différents réseaux, donc j'ai pu connecter cette machine à cette machine. Voilà. OK. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Mhm. OK. Voilà. Donc, c'est comme ça, on a pu euh, configurer le routage RIP sur les différents routeurs de notre environnement. Maintenant, je vais configurer un autre euh, euh, donc, protocole qui s'appelle EIGRP. EIGRP, c'est un protocole de routage qu'on peut le déclarer sur les différentes interfaces du routeur. Et donc là, pour le déclarer, c'est euh, donc la config de base, c'est router EIGRP 100. Voilà. Et je peux mentionner, bien sûr, le réseau. Donc, de la même façon, on va mettre, voilà, donc, and, voilà, configure. Donc, nous sommes sur R1, terminal, voilà, donc, router, IGRP 100, voilà, network, voilà, c'est le même réseau. Donc, je vais ça sur le R1 et les autres. Router,
EIGRP 100, network, 10.0.0.0. Voilà. Donc, il dit, voilà. Il va chercher les routeurs adjacents. Il cherche le 3, exit, router, EIGRP 100, network. De la même façon, exit, router, EIGRP 100, work, 10.0.0.0. Je suis là. Voilà, ici c'est bon. Il nous reste le 5. Voilà, exit, router. Router combien? EIGRP 100, network 10.0.0.0. Et voilà. Donc, comme ça, on a configuré le routage IGRP sur les différents composants des routeurs, des 5 routeurs choisis. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? Il dit dans R1, voilà, c'est de l'OPAC. Et c'est juste, je vais vérifier, par exemple, sur le 5, and je vais faire show IP route. Show, oh, il n'y a pas de show ici. J'ai écrit show IP route. Voilà, ici, il y a le D. Voilà, le D, et il est là. Il est bien déclaré, le D. Mais euh, pourquoi on ne trouve pas le R? Il est où le R, le RIP? Parce que auparavant, on a déjà déclaré le R comme étant routeur, un routage dynamique RIP de notre environnement. L'idée ici que on n'a pas de R. Pourquoi? Parce qu'il y a la notion de distance administrative. Donc là, vous voyez ici, quelque part, il y a le 90. Réellement, le RIP, il a une distance administrative 120. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire le routeur? Lorsque le routeur il trouve les mêmes destinations déclarées avec deux routes, donc je trouve dans la table de routage au début, voilà, pour chaque routeur, je trouve pour la même destination, j'ai deux routes. Lequel des routes que je vais les choisir en fait? Est-ce que je vais choisir le RIP ou le UIGRP? Et réellement, généralement, on choisit la route qui a la distance administrative. Bon, c'est le routeur qui va choisir, c'est pas nous. Donc, il va choisir le routeur avec la distance administrative la moins euh, faible. Et donc là, le RIP, il a 120, le UIGRP, il a 90. Donc, automatiquement, il va choisir le 90. C'est ça l'idée. Voilà. OK. Donc, on a bien déclaré le ERP, les tables de routage. Bon, je peux choisir, par exemple, Show IP UGRP Neighbors. Show IP UGRP Neighbors. C'est-à-dire, je peux déterminer les voisins de mon routeur. Voilà.
Je trouve les deux hops avec les interfaces phase 00 et le phase 01. Voilà, avec d'autres informations euh, sur le voisin. Voilà. Je peux afficher, donc on a fait show IP route, c'est bien. Aller à la notion de la summarisation, donc c'est possible qu'on peut le faire. La summarisation, on a deux routes qui ont le même préfixe. Donc là, je peux déclarer cette summarisation. La route sommaire, en fait. Et quoi d'autre? Mhm. De la même façon, si je fais un test de connectivité de PC1 à PC3, voilà, toujours ça marche bien. Je peux faire l'inverse, hein. Je peux faire l'inverse, c'est-à-dire de PC3 vers PC1. Donc, je peux faire ici ipconfig. Et là, je vais tester une connectivité à PC1. Et voilà, c'est bien écrit. Donc, comme vous voyez ici, c'est que la connectivité, il est bien faite, 2 à 2, dans les deux sens, PC1, PC3 ou PC3, PC1. Et c'est ça le but de l'otage, c'est-à-dire que je peux véhiculer l'information d'un site à un autre, du LAN 1 vers LAN 3, par exemple. Voilà, un petit temps de réflexion, on continue.
Continuez, s'il vous plaît. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, UGLP est bien défini. Il y a d'autres configurations qui sont un peu avancées. Je passe maintenant à la configuration de l'OSPF. L'OSPF, c'est toujours le même environnement, mais je dois voir. Voilà. Hum, Tous ces fichiers, je vais partager ça dans le séance de cours pour que vous puissiez travailler, bien sûr. Le même schéma, donc c'est pas grave. Après, on a l'OSPF, c'est ici. Voilà. Voilà, je ferme ça. Ok, je ferme toutes les fenêtres. Voilà, on a cette topologie OSPF. Qu'est-ce qu'on va faire sur l'OSPF? Juste un moment. Voilà. Donc, on va déclarer au début une interface comme l'OPAC. Voilà, l'interface l'OPAC dans chaque routeur. Voilà. Donc, je commence sur R1. Voilà. Donc, toujours la configuration, c'est donc configure terminal. Pardon, et je choisis interface l'OPAC 0. Hmm. Est-ce que je copie? Ah, ok, je dois le taper. Juste, juste- Donc, je vais déclarer les interfaces le pack pour chaque routeur. Donc, R1. Mais je vais faire ça une seule fois, juste je vérifie. Hmm. Voilà, je déclare l'interface le pack dans un réseau et bien sûr l'adresse 0.0. Donc, tout ça va être routé. C'est pour ça on a, comme vous voyez ici, deux réseaux à déclarer. Voilà. Le réseau de l'OPAC et le réseau euh, et le réseau euh, du réseau, l'adresse réseau global, c'est 10.0.0. Donc, je vais faire cette tâche dans tout le réseau, à part le réseau de l'Internet, hein, c'est le 203. Voilà. Donc, je commence, hein. Voilà, dans R1. Donc, ça prend un peu de temps, mais voilà. Donc, c'est pour la démonstration. Comme ça, vous puissiez de faire le même travail, hein, interface. Interface Lupac. À 0. Voilà. Il est on app. Et après, je vais déclarer l'adresse. Adresse, IP adresse 192.168.0.1. 255, 255, 255, 255. Après, je vais exit. Je vais déclarer le routeur OSPF 1 et je déclare tous les réseaux. Donc, je commence par le 10.0.0.0. Euh, J'utilise le masque inversé.
et area 0. Voilà. La même ligne, je vais l'utiliser, mais juste, je change ça. 192.168.0.0. Après, 0.0.0.255. Voilà. Et je peux copier, hein. Si vous voulez, je peux copier ça dans tous les autres routeurs. Voilà. Donc là, configure terminal et je peux copier et R1. R1. Et je peux le faire. Ça sera mieux. Parce que là, je peux copier, mais de préférence, il faut taper l'OPAC 0. IP adresse, je définis l'adresse, c'est 192.168. 0. Bon, il faut toujours vérifier, hein. Sinon, si on a des erreurs, il y aura un peu, pas galère. Il y aura du galère. Et on va être confus après. Donc, exit. Router OSPF 1. Je déclare le réseau, network. 10.0.0.0. 0.255. Ce sont les mêmes réseaux déclarés partout sur les différents routeurs. Area 0. Network. 192.168.0.0. Quoi d'autre? 0.0.0.5. Area 0. Et voilà le 2. Il me reste 3 routeurs. Voilà le suivant. Configure terminal. Interface. Lopac. 0. IP adresse. 192.168.1. 255.255.255. Hop. On va exit. Router OSPF. 1. Network. 0.0.0. 255. Area 0. Network. 192.168. 0.0. Ah non, 155, pardon. Area 0. C'est le 3. Passe vers le 4. Vers le 4. Donc, configure terminal. Et, pardon, configure terminal. Interface loopback 0. IP adresse 192.168.0.1. 255. Et route. Ah non, c'est pas route. Il faut faire un exit pour aller sur la configuration du routeur. Router. OSPF 1. Network. 0.0.0. 0.255.255.255. Area 0. Et finalement, network. 192.168.0.0. 0.0.0. 12.5. Area 0. Voilà. Donc, il nous reste un. CLI. Voilà. Configure. Terminal. Interface. Lopac. 0. IP adresse. IP adresse. 192.
168.0.1, 255, 255, 255, 255. Prêt, router. Ah, il faut sortir. Exit. Router. OSPF. Un. Network. 10.0.0.0. 0.255.255.255. Area 0. Qu'est-ce qui reste? Il reste le réseau de repack. 192.168.0.0. 0.0.0.255. Area 0. Et voilà. Comme ça, on a bien configuré tous les routeurs, comme vous voyez, OSPF. Donc, tout le routeur avec le protocole OSPF. Donc, voilà. Donc, on va faire une vérification. Par exemple, le 5, exit, show, IP, route. Ah, pardon. Et voilà. Hum, le 5, est-ce qu'il est bien configuré? Non. Le 5, pas encore. Il dit, on va voir show, IP protocol. Voilà. Donc, le protocole est OSPF. Il y a encore de mise à jour. Le nombre des aires, on a une seule zone, une seule zone. Maximum des passes, c'est 4. Les réseaux qu'on a déclarés, c'est le 10, c'est le 192, la gateway et le last update. Voilà. Et on a la gateway ici, c'est le 01. Donc, je peux voir, par exemple, les routeurs adjacents pour chaque neighbor. Voilà. Donc, on a le neighbor avec l'ID, l'adresse, les interfaces adjacentes, etc. Toutes ces interfaces, on peut les voir. Et il faut attendre un peu pour la convergence. Donc, je vais vérifier ça dans le 1. Show and show IP route. Pas encore. Est-ce qu'on a des problèmes ou non sur les interfaces? Pense quelques problèmes sur le LOPAC. Configure interface. Ah, configure terminal. Interface LOPAC 0. IP adresse, je vais le mettre 5. Ah, j'ai commis des erreurs, hein. Je vais vérifier le 4. Vite. Interface LOPAC 0. IP adresse. J'ai mis la même, hein. Un partout. Donc, je vais mettre 4. Le 3. Exit. Voilà. IP adresse, c'est le 3.
Ah, pardon. Exit. Non. Tu dois choisir l'interface Lopac. Interface Lopac 0. IP adresse. C'est combien? J'ai dit le 3. Voilà. Je dois aller sur le 2. Exit. Interface Lopac 0. C'est combien? Le 2. Bon, voilà. Le 2. Le un, c'est bon. Je tape. Migration. Exit. Exit. Show. IP. Root. Donc, selon les routes connectées. Bon, le pack, il est là. Voilà, le pack, puisque c'est l'interface locale. Au retour, il est bien déclaré. Mais il nous reste seulement le OSPF. Juste, malgré show IP OSPF neighbors, et OSPF neighbors, voilà, ils sont bien déclarés jusqu'à la convergence. Ok. Je peux déclarer, comme vous voyez, la performance. Quoi d'autre? Mais ça reste toujours la même chose, hein. C'est je dois toujours configurer. C'est show. Show. Juste un moment.
Pour un config, pour voir la configuration en cours. Donc, l'interface du pack il est bien configurée. Mhm. Les routeurs sont bien configurés. Ah, ça reste, il n'y a pas d'affichage des routes. Je vais faire le troubleshooting. Mais l'essentiel ici, c'est que de la même façon que ce qu'on a fait dans le RIP, dans le EIGRP et le OSPF, on aura des tables de routage pour le OSPF. Et bien sûr, on peut configurer et tester la communication entre PC1 et PC3. Donc voilà, grosso modo, la partie pratique qu'on a vue aujourd'hui. Donc, ça sera une partie complémentaire du routage statique qu'on a déjà fait l'autre fois. Ici, c'est le routage dynamique. Je vais mettre tous les fichiers sur le dossier du cours modèle. Comme ça, vous pouvez télécharger et refaire toute la partie pratique. Et voilà, je vous remercie.